Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures, on décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Les ailes du Québec sur notre chaîne YouTube. Le sujet du jour sera ça sert à quoi un avion de patrouille maritime? Mais avant d'aller avec le sujet du jour, je vais vous informer des choses qui s'en viennent cette semaine sur le site Les ailes du Québec. Il y a, entre autres choses, au moment où j'enregistre cet épisode-là, nous sommes dimanche et les employés de Bombardier, membres de la section locale 712 de l'AIMTA, sont en réunion. Donc, quelque part à la fin de la journée, on va avoir le résultat du vote. Je ne me présumerai pas de ce résultat, donc de l'acceptation ou non des offres patronales, ainsi que de la possibilité d'une grève chez Bombardier. Mais c'est des choses là, qu'on va suivre au courant de la semaine. Il va certainement y avoir des développements dans ce domaine-là. Également, je reviens d'un voyage chez Boeing à Seattle. Boeing nous a invité quelques médias canadiens afin de présenter son offre pour le Canada en matière de remplacement des avions de patrouille maritime, les CP-140 Aurora, l'offre de Boeing et le PA-8, Poséidon, qui est un 737 NG modifié. D'ailleurs, c'est un peu en lien avec le sujet du jour sur la chaîne YouTube. Donc, cette semaine, vous devriez avoir au moins 2 articles sur le PA-8 Poséidon, ses spécifications techniques, mais aussi la différence entre un Poséidon et un 737 NG, et vous allez voir qu'il y a d'énormes différences entre les deux avions. Alors ça va faire partie des sujets de la semaine. Dans les semaines à venir, écoutez, je vais être à eBay cette année et j'arrive en Europe une semaine avant eBay et je tente d'obtenir différentes confirmations, en tout cas différentes visites industrielles qui seraient en lien avec les sujets habituellement traités avec sur les ailes du Québec. Entre autres choses, j'ai demandé une visite chez Airbus Défense en Espagne, à Séville ainsi qu'à Madrid, là où sont les deux installations d'Airbus Défense. Je suis en attente d'une réponse et si Airbus ne répond pas ou je suis pas capable d'obtenir une visite dans les délais prescrits, ben je vais aller voir d'autres fabricants européens. Je suis entre autres à aller voir Dassault et le Falcon Jet. Donc, c'est des choses qui vont venir là, dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du sujet du jour, avant de parler du sujet du jour, je vais aller avec le rappel du jour. Vous savez c'est quoi le rappel du jour? Ben, c'est de vous abonner en bas ici, pour afin de devenir membre. À tous ceux et celles qui l'ont déjà fait, je vous remercie. Si vous aimez l'épisode, ben, vous cliquez j'aime sur l'épisode. C'est pas grand-chose, je vous demande pas la charité, simplement de cliquer généreusement. Ça nous aide dans le référencement YouTube. Puis quand vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas à faire des commentaires. Ça aussi, également, ça aide dans le référencement YouTube. Alors allons-y, sujet du jour et qui va être probablement le sujet de la semaine sur les ailes du Québec. On va parler d'avions de patrouille maritime parce que le Canada a débuté le processus de remplacement de ces CP-140 Aurora, malgré le fait que ceux-ci sont en train de subir une mise à niveau qui permettrait de les amener jusqu'en 2030 au niveau opérationnel, donc de garder la flotte opérationnelle jusqu'en 2030, mais à partir de 2030, ça va prendre une solution de remplacement pour le Canada. Et en fait, la question n'est pas banale. À quoi ça sert un avion de patrouille maritime? Parce que c'est quand même des sommes importantes qui sont investies dans les avions de patrouille maritime. Et c'est un budget opérationnel important. Mais en réalité, contrairement à ce qu'on pense, les avions de patrouille maritime n'ont pas qu'une seule utilité, c'est-à-dire la traque aux sous-marins nucléaires, mais elles sont essentielles à établir la souveraineté territoriale, dans le cas du Canada encore plus, parce qu'on est
contourner d'océan sur trois côtés ou sur 4. Donc, c'est important d'assurer une patrouille maritime, ne serait-ce que, entre autres choses, les avions de patrouille maritime modernes font de l'intégration de données et elles travaillent beaucoup les CP-140 Aurora au cours des 2 dernières décennies ont beaucoup travaillé, entre autres, avec la GRC pour l'interception de contrebande. On vise initialement la drogue, entre autres, là, quand on parle de coordination avec la GRC puis des CP-140 Aurora, parce que, évidemment, la capacité de détection sur un long rayon des avions de patrouille maritime permet d'établir la présence d'un navire illégal ou qui tente de se faufiler, même s'il n'est pas très gros. Ça permet d'établir la présence d'un navire et de le suivre et de relayer l'information avec la GRC, qui, elle, ou les gardes côtières, qui peuvent faire les interceptions par la suite. Il y a aussi la question de la surveillance de l'Arctique et des passages dans les territoires au nord des territoires du Nord-Ouest, donc dans l'Arctique, oui, et de la surveillance. Évidemment, on est dans une zone où les limites territoriales sont contestées devant les tribunaux internationaux et c'est important pour le Canada d'assumer sa souveraineté sur ces territoires-là, donc de patrouiller ces territoires-là. Et ce sont les CP-140 Aurora qui sont capables de faire ce genre de travail-là et de rapporter des activités qui seraient faites à l'intérieur des territoires maritimes dont le Canada conteste la souveraineté. Et, donc, c'est important, le rôle des CP, des avions de patrouille, dans ce cadre-là. Évidemment, au niveau de l'Atlantique, comme je vous l'ai mentionné, il y a beaucoup de travail qui est fait en matière de recherche et de détection des contrebandiers, mais également, c'est un avion de recherche et sauvetage. Un avion de recherche et sauvetage à longue portée. Parce que vous savez, les naufrages ne surviennent pas toujours à l'intérieur des limites côtières de 200 000 nautiques. Les naufrages surviennent là où il y a une tempête, en généralement, où un navire se retrouve en difficulté. Donc, même si parfois on intervient en dehors des eaux territoriales canadiennes, c'est une question c'est une règle internationale. Quand on a un avion de patrouille ou un avion de recherche et sauvetage à proximité d'un navire en danger, d'un équipage, on porte secours. Peu importe l'endroit où on se trouve, quand on est dans les zones internationales, on peut venir en aide des équipages en difficulté. Les avions de patrouille maritime, eux, si on compare aux avions de recherche et sauvetage traditionnels, sont plus rapides, ils ont une plus grande autonomie et ont plus d'équipements de détection en mer, donc sont capables de repérer plus rapidement les navires ou les gens en difficulté en mer, donc de jouer un rôle efficace dans la coordination des ressources de sauvetage. Parce que en plus de tout l'équipement à bord, de détection à bord des CP-140, des avions des CP-140 Aurora, mais en général des avions de patrouille maritime, il y a l'intégration de l'information et la coordination de celle-ci. Donc, au Canada, on n'a pas d'AWACS, on n'a pas d'avions ni de gros systèmes militaires, de satellites militaires de surveillance au sol, mais on a, avec les avions de patrouille maritime, on est capable de faire de la coordination près des champs de bataille, en mer, entre autres, donc de coordonner l'information qui provient des AWACS, des satellites, des bâtiments sur l'eau. Le CP-140 Aurora est capable de faire l'intégration de cette d'information-là, et de la répartir efficacement entre les diverses unités de combat présentes. Donc, et ils le font encore. Il y a encore des missions qui sont faites, qui sont faites quand il s'agit de missions de l'OTAN ou des choses comme ça. Donc, on fait encore ce genre de travail-là avec nos CP-140 Aurora. Donc, c'est un avion très utile, même dans le cadre d'un déploiement opérationnel, et pas nécessairement sur l'eau. Ça peut être au sol aussi, une surveillance au sol. Donc, c'est une capacité d'intégration qu'ont les CP-140 Aurora ou les avions de patrouille maritime de façon générale. Évidemment, le rôle principal des avions de patrouille maritime, c'est
la traque aux sous-marins nucléaires soviétiques. Les Soviétiques, depuis la guerre froide, pendant la guerre froide, avaient construit un grand nombre de sous-marins nucléaires transportant des missiles à ogive nucléaire sous l'eau et donc capables de se déployer secrètement le long des côtes atlantiques américaines, par exemple, ou Pacifique, et de manière imprévue pourraient lancer des attaques de missiles nucléaires. Comme on connaît pas la position, si vous ne connaissez pas la position de ces sous-marins-là, vous êtes mal pris au moment où les missiles sortent de l'eau, très près des côtes, donc, et comme ce sont des missiles rapides, vous avez très peu de temps d'intervention. Donc, c'est très important de suivre ces sous-marins-là et de savoir où ils se trouvent. Donc, dans le passé, aller jusqu'à la fin de la guerre froide, les avions de patrouille maritime canadiens jouaient un rôle important dans la chasse aux sous-marins soviétiques et contrôlaient donc la partie nord de l'Atlantique. Ils s'assuraient de la patrouiller. C'est le rôle du Canada, c'est sa portion de terrain, parce qu'évidemment, les Américains, eux, vont s'occuper plus de la partie centrale de l'océan Atlantique. Ils vont patrouiller ça, et les Européens vont patrouiller leurs côtes aussi. Donc, c'était un rôle important que jouait le Canada au sein de l'OTAN, et il le faisait très bien. Les équipages de CP-140 Aurora, pour se pratiquer, détectaient les sous-marins de classe Los Angeles, les sous-marins américains de classe Los Angeles, qui étaient au moment de leur déploiement, là, ou à la fin des années 80, début des années 90, les sous-marins les plus silencieux. Donc, les équipages canadiens étaient capables de traquer ces sous-marins-là lors d'exercices de l'OTAN. Donc, ça veut dire qu'ils étaient également capables de repérer et suivre les sous-marins nucléaires soviétiques. Évidemment, ce rôle-là a été beaucoup délaissé après la guerre froide. Ça a été un petit peu mis de côté, ignoré, mais il y a quand même eu des missions, là, et ça a quand même été un rôle important, même si on en parlait moins, même si on sentait moins la nécessité de suivre les sous-marins allemands pendant la guerre froide. Il y en a eu plusieurs de retirés de service, il y avait moins de sous-marins, donc c'était moins intense la surveillance maritime. Il faut savoir aussi que l'OTAN dispose d'un système de surveillance de la mer du Nord, par exemple, de sorte qu'on savait, l'OTAN savait à quel moment des sous-marins soviétiques prenaient le large, sortaient de la mer du Nord et s'en venaient vers l'Amérique du Nord, entre autres, ou venaient vers les côtes américaines. Donc, c'était possible de savoir à quel moment à peu près les sous-marins sortaient, et l'objectif, c'était de se coordonner entre les forces de l'OTAN, de suivre le sous-marin à la trace à l'aide d'avions de patrouille maritime. La Norvège le faisait, la France le faisait, le Royaume-Uni, et après ça, quand le sous-marin s'approchait de l'Amérique du Nord, là, dépendant de la position du sous-marin, c'était soit le Canada, soit les États-Unis qui continuaient à suivre la position du sous-marin de manière régulière. Évidemment, comme je vous disais, comme il y avait moins de sous-marins nucléaires soviétiques en service, comme il y en a beaucoup moins maintenant qu'il y en avait autrefois, on a beaucoup moins de ce type de mission-là où on suit 24 heures sur 24 les sous-marins nucléaires russes, parce que si vous perdez la trace du sous-marin nucléaire, pendant quelques heures, il peut changer de direction, et ça devient extrêmement difficile de les retrouver. Et c'est un danger à ce moment-là. Vous perdez la trace d'un sous-marin, s'il a échappé à la surveillance, il regagne son avantage stratégique, c'est-à-dire que personne ne sait où il est, il peut donc frapper à n'importe quel moment. La traque aussi régulière de ces sous-marins-là permet d'établir aussi quel est le comportement typique de la flotte de sous-marins russes en temps normal, et ça permet de détecter des changements dans le comportement des sous-marins, donc d'alerter ou de réveiller les gens ou les commandements, de dire, il y a peut-être quelque chose d'anormal qui se produit, il y a une activité anormale qui a été détectée, donc on devrait commencer à s'intéresser à ce qui se passe, et souvent ce comportement anormal-là va aussi se produire au niveau terrestre, et c'est comme ça qu'on va établir si le pays belligérant, qui est dans ce cas-ci la Russie, s'il est en train de se préparer effectivement à une guerre importante,
et à lancer ou effectivement, éventuellement des missiles nucléaires. C'est sûr que on était peut-être en tant que Canadiens moins, la population mondiale en général, on était moins conscientisé à la nécessité de suivre les sous-marins nucléaires russes pendant la grande période de détente qu'il y a eu. Maintenant, ce que l'invasion de l'Ukraine le 24 janvier dernier nous a rappelé, c'est qu'on n'est toujours qu'à un seul dictateur de la prochaine guerre nucléaire. Donc, c'est important de remettre ça à l'avant-plan. On a la capacité en ce moment de le faire. C'est pas les armes les plus modernes. Le CP-140 Aurora, c'est pas l'avion le plus moderne, mais il est capable, à court et moyen terme, de faire le travail. Cela dit, je tiens à souligner une rumeur qui circule à l'heure actuelle, et que des sous-marins, que des avions de patrouille maritime, PA-8 Poséidon américains, auraient appuyé les forces ukrainiennes lorsqu'elles ont décidé de frapper le navire Moskva, de l'attaquer avec deux missiles Neptune. Il n'y a aucune confirmation que cela s'est fait, mais il y a effectivement un avion américain qui était en patrouille dans la région de la mer Noire au moment où le navire Moskva a été frappé par deux missiles Neptune. C'est essentiellement ce que les avions de patrouille américains auraient pu faire, c'est confirmer la présence du navire avec sa trajectoire et également la présence ou non de d'autres navires à proximité. Parce que ce que l'Ukraine désirait faire, c'était frapper effectivement le Moskva, pas les autres navires de la flotte. Il y avait un navire important dans la flotte russe de la mer Noire, c'était le Moskva, le navire de commandement, le navire le mieux équipé aussi pour mener des attaques contre les troupes ukrainiennes au sol. Et en le détruisant, on annulait pratiquement la capacité d'intervention de la flotte russe dans la mer Noire en cas de déploiement plus vers l'ouest de l'Ukraine, dans le sud-ouest de l'Ukraine. On parle entre autres là, vers Odessa. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle ce navire-là a été frappé. Et l'utilisation d'avions de patrouille maritime qui, à une centaine de kilomètres de distance du Moskva, a été capable d'identifier la cible, d'identifier s'il y avait d'autres navires à côté, donc de réduire le risque d'erreur dans l'intervention, dans la frappe. C'est tout à fait plausible comme utilisation et ça permet à ce moment-là, au niveau militaire, quand on fait des interventions, d'améliorer la précision de nos frappes, d'améliorer les chances de succès des frappes. Donc, c'est un rôle important que joue l'avion de patrouille maritime et il peut également lancer lui-même des offensives. Donc, il peut prendre la décision s'il y a une menace imminente, s'il sent le besoin d'intervenir. L'avion de patrouille maritime peut lui-même lancer ses propres torpilles et attaquer un sous-marin ou un bâtiment de surface à la limite s'il décidait de le faire. Donc, c'est un rôle important que jouent ces avions-là au sein de notre arsenal et en matière de capacité d'intervention du Canada au niveau militaire en mer et même sur terre, et puis de maintien de la souveraineté territoriale canadienne. Donc, l'avion de patrouille maritime, pour moi, ce n'est pas questionnable. Doit-on garder des avions de patrouille maritime? Oui. Doit-on avoir une flotte suffisante? Oui. Et cela, une flotte suffisante, ça implique un minimum de 14 appareils, 7 à Greenwood près d'Halifax, donc à Nouvelle-Écosse, et 7 autres à Comox en Colombie-Britannique. Pourquoi 7 appareils? Parce que pour maintenir une présence en mer, 24 heures sur 24, lorsque vous traquez un sous-marin nucléaire, par exemple, ben vos avions vont avoir une capacité de maintien au-dessus de leur zone opérationnelle d'à peu près 4 heures. Donc, faites le calcul, vous divisez 24 heures par 4, ça prend 6 appareils pour être capable de suivre continuellement. Le 7e, ben, c'est l'appareil de réserve. Si un des appareils qui a un problème technique, ben, vous prenez l'avion de réserve pour faire votre intervention. Et de plus, ben, dans la durée de vie, évidemment, des avions, il y a toujours, à un moment donné, un avion qui est souvent un avion qui est en entretien prolongé.
les entretiens périodiques plus importants. Alors, lorsqu'il y a un avion en entretien périodique, ben à ce moment-là, vous avez vos 6 autres appareils quand même de disponibles. Donc, ça réduit, et cet appareil réduit la probabilité que vous ne soyez pas capable de faire une mission. Ça augmente le taux d'efficacité ou le taux de réponse en temps lorsqu'il y a une mission à suivre. Parce que comme je vous l'expliquais tantôt, très important, une fois qu'une cible a été détectée, de pouvoir maintenir le contact avec la cible et de la suivre à la lettre. Donc, le Canada va vouloir remplacer ses CP-140 Aurora parce que le processus a été lancé. En ce moment, le Canada est dans les discussions informelles avec les fournisseurs afin de voir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir et à quel prix. Jusqu'à maintenant, il n'y a que Boeing qui s'est manifesté officiellement et donc qui a invité des journalistes canadiens, comme je vous disais, à venir connaître l'offre de Boeing, qu'est-ce que le PA-8 Poséidon. Airbus n'a toujours pas officiellement présenté de réponse. En ce moment, Airbus possède le CC-295 MPA pour Maritime Patrol Aircraft, et c'est un avion, évidemment, un turbo-hélice, 2 moteurs, dont l'autonomie est beaucoup moins grande que celle des Aurora, et à lui seul, le C-295 MPA ne peut pas répondre à la demande du Canada. Airbus va devoir, si elle veut faire une offre, ajouter. En ce moment, en 2018, Airbus avait annoncé qu'elle développerait la version de patrouille maritime de l'A320 Neo. Mais quand on va sur le site d'Airbus, il n'y a aucune information disponible quant à la capacité de cet appareil-là. Ça fait 4 ans que ça a été annoncé, mais on n'a aucune précision. Airbus, si elle veut soumissionner pour le remplacement des CP-140 Aurora, devra, au plus tard à Farnborough, à mon avis, annoncer quelque chose de plus concret en matière d'avions de patrouille maritime. Il y a également The Evelyn qui s'est joint à PAL Aerospace afin de développer une version de patrouille maritime du Q400. Eux disent qu'ils sont en mesure de présenter, ils vont être en mesure de présenter une offre, et eux, ce qu'ils disent, c'est que si le Canada prend un turbo-hélice qui n'a pas la même autonomie, disons, que le CP-140 Aurora, mais qu'ils en achètent quelques-uns, ben, ça permettrait de réduire la facture en matière de coût d'opération, parce qu'on a un avion plus petit, moins dispendieux à opérer, qui pourrait opérer le long des limites territoriales canadiennes et s'occuper de choses comme la contrebande et l'information concernant les limites ou ce qui se passe dans les eaux canadiennes. Donc, c'est leur idée, mais comme je vous l'ai expliqué tantôt, lorsqu'il est question de suivre des avions, des sous-marins proches des eaux canadiennes, ben, ça vous prend 6 appareils minimum et un 7e de réserve. Donc, ça prend 14 appareils. Si on applique la logique ou l'explication des gens de The Evelyn, ben, leur proposition ne tiendrait pas la route. Mais on va voir s'ils nous offrent quelque chose. Je vais aller voir. Si Airbus a quelque chose à offrir, je vais aller voir aussi. Pour l'instant, je n'ai que de l'information sur le PA-8 Poséidon, donc c'est ce dont je vais parler cette semaine. Et quand j'aurai de l'information sur les autres programmes, j'en parlerai. Alors, si vous êtes rendu à la fin de cette vidéo, c'est forcément parce que vous l'avez aimé. J'espère que vous allez cliquer j'aime. Sinon, ben écoutez, je vous dis à la semaine prochaine.